dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Bonjour à tous, on commence cette nouvelle année 2021 avec une invitée qui est une véritable figure du monde de la déco, qu'on admire autant pour son bon goût que pour ses projets, toujours justes et précurseurs, Marie-France Cohen. 32 ans après avoir créé Bonpoint avec son mari, elle a imaginé Merci, qu'on connaît tous, ce concept store caritatif autour de la mode et de la maison, lieu de vie ultra inspirant et vitrine de toute une époque qu'elle continue de faire perdurer à sa manière avec le fonds de dotation Merci. Il y a 2 ans, elle qui aime travailler en famille a également ouvert Démodé, un écrin à son image, intime et convivial, indémodable, comme son nom ne l'indique pas, mais ultra tendance. Marie-France est une leçon de style à elle toute seule, mais aussi une leçon de vie. Vous allez vite comprendre pourquoi. Bonsoir Marie-France. Bonsoir Hortense. Nous allons largement revenir sur tous les projets sur lesquels vous avez travaillé, mais avant tout, quel regard vous portez sur votre carrière ? Un regard vraiment reconnaissant parce que c'était vraiment, si je devais recommencer, je crois que je ne changerais pas une virgule. Même dans tout ce qui a été pas évident, je pense que la liberté n'a pas de prix. C'est le chemin qu'on a choisi puisqu'on a fait toujours seul notre chemin, sans financement, et avec tous les efforts et tout ce qui va avec, mais un tel bonheur parce que la liberté n'a pas de prix. Voilà. Alors, on va commencer par le début. Vous avez créé Bonpoint, donc une célèbre marque de mode pour enfants. En 1975, avec votre mari, comment était venue l'idée ? Bon, ça, c'est typiquement ce qu'on fait quand on a... j'ai eu des enfants, ce qu'il y avait sur le marché ne me plaisait pas. On était à une espèce d'époque de transition entre la façon de s'habiller de mes parents et la façon... c'était pas bien, il n'y avait rien. Il y avait par contre en Angleterre, aux États-Unis, des façons d'habiller les enfants que j'adorais. Donc comme je suis créative, j'ai imaginé de dessiner des vêtements pour mes enfants, pour mes neveux, mes nièces, les enfants de mes amis. Voilà, ça a fonctionné. Il y a eu du succès assez rapidement. On a été très soutenus par la presse. On était assez seuls à l'époque sur le marché, dans le créneau qui était le nôtre. Et il y a eu un succès formidable qui nous a portés. Voilà. En fait, vous aviez un ADN qui est très fort, une réputation, un style et donc une identité. C'est quelque chose de très important aujourd'hui. Beaucoup de jeunes marques qui se lancent misent là-dessus. Elles soignent beaucoup cet aspect. Est-ce que ça a été votre cas aussi ? Est-ce que ça a été très pensé comme marque, le logo, la signature olfactive, la scéno des boutiques ou pas forcément ? Ça a été complètement instinctif. Quand je vous disais que je suis créative, c'est vrai, je suis nulle pour tout ce qui touche les affaires touchant à l'argent. Mais pour ce qui est de la création pure, c'est quelque chose qui me porte. Et ça m'amuse votre question parce que évidemment j'ai tout fait d'instinct en essayant de réfléchir de quoi les gens avaient besoin, dont j'avais envie. Et j'ai une amie qui s'appelle Nelly Rodi, qui a un bureau de tendance et qui est venue nous dire un jour, excuse-moi, mais je viens avec mes clients, t'es un exemple de marketing et tout, je ne connaissais même pas le mot. Donc c'était vraiment instinctif, mais on fait du marketing d'une façon instinctive. Quand on cherche un client, quand on cherche qu'est-ce qui manque, voilà, au départ c'est de l'instinct, après on apprend. Ouais. Alors, c'est une société qui marchait bien. Pourquoi vous avez arrêté au bout de 32 ans ? Parce que 32 ans de barboteuse, de robe neuve, il y a un moment, tu as envie d'ouvrir la fenêtre. Hein. Il y a un moment, en créant Merci, c'était vraiment faire... D'ailleurs, il y avait tout chez Merci. Il y avait et de la mode pour enfants, et de la maison, et des restaurants, et un fleuriste. Et je voulais tout. J'ai adoré faire l'enfant.
et j'ai peut-être pas dit mon dernier mot, mais franchement, je pense que j'avais besoin de tourner la page, quoi. Oui, mais Parce qu'à un moment, quand ça devient trop gros, vous êtes contraint, beaucoup plus contraint, alors qu'on a toujours été très libre de rallonger, de raccourcir, de faire des couleurs que les gens n'imaginaient pas, d'avoir des audaces, quoi. Quand vous devenez gros, vous vous adressez au monde entier, ça devient beaucoup plus lourd. Et c'est moins... Ça perd la légèreté, et sans la légèreté, ça perd du charme. Mais vous aviez une petite 60aine d'années, vous auriez pu décider de tout arrêter? Voilà, là, c'était vraiment impossible d'imaginer une chose pareille. C'est vrai que j'ai toujours rêvé, je me suis dit, je vais cultiver mes rosiers, j'adore faire la cuisine. Mais franchement, c'est bien de ne pas avoir le temps de cultiver ses rosiers, quoi. Parce que moi, ce qui me fait vivre, c'est ça, c'est d'imaginer, c'est les concepts, c'est d'entraîner des gens avec moi. Je suis jamais seule. J'ai toujours gardé à côté de moi. Là, aujourd'hui, j'ai 76 ans. J'ai ma belle-fille qui en a 50 et une petite amie qui vient de rentrer dans l'histoire, qui est ultra douée, qui a 21 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, la vie, c'est ça. C'est la complémentarité. Donc Merci, c'est un concept store unique, un lieu qui est très vite devenu ultra tendance, une référence. Vous avez contribué à lancer ce concept de boutique lieu de vie avec un café, donc vous disiez une librairie, de la mode, de la déco, des événements qu'on a vu ensuite fleurir, bon à moindre échelle, mais partout en France. Du coup, comment vous est venue cette idée? C'est pour ça que je vous dis, me placerai pas comme modèle de gestionnaire, mais les idées, elles me viennent parce que je déteste en ce moment, il y a quelque chose de très moutonnier. Tout le monde va dans le même sens au même moment, etc. Et moi, je trouve que la seule chose qui soit passionnante, c'est d'être là où il y a personne et d'inventer quelque chose. Donc, effectivement, j'ai eu envie de le créer. Et en plus, comme on avait très bien vendu Bonpoint, parce que là, ça, c'était la partie de mon mari qui s'occupait de la transaction admirablement bien, on était à l'abri du besoin. Donc, l'idée de dire on fait une aventure comme ça, d'une façon bénévole, c'était le comble du bonheur. Pour moi, en tout cas. Oui, parce qu'il y a une base caritative. C'est plus que ça. On a travaillé complètement bénévolement. On a d'abord donné beaucoup d'argent parce qu'il a fallu créer une fondation, il a fallu un fonds de dotation, il a fallu créer l'endroit, acheter l'endroit, etc. Bon, donc il y a eu beaucoup d'argent qui a été donné. Mais en dehors de ça, nous, on a travaillé bénévolement. Et moi, je voulais que, si vous voulez, tout ce qui était caritatif, que j'avais en tête comme modèle de caritatif, était toujours un peu laine des Pyrénées, poil de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il n'y avait pas... les gens à la main sur le cœur, etc. Mais moi, j'ai dit non, je veux un endroit ultra mode, ultra pointu, etc. On ne parle pas du caritatif, ça s'appelle Merci, donc ça dit quand même quelque chose. Mais quand on vient, on achète parce que c'est bien, et pas parce que c'est caritatif, parce que c'est bien. Et by the way, quand vous avez payé à la caisse, vous savez que c'est pas, il y a personne ne se met l'argent dans la poche. Cet argent va aller à un fonds de dotation. Donc j'aimais bien cette idée de ne pas parler du caritatif et que les gens l'ont su petit à petit parce que ça s'est dit dans la presse et tout, mais nous, on n'a nulle part dans la boutique, d'ailleurs, on nous le reprochait, que c'était pas, on disait pas. Mais comme on ne demandait d'argent à personne, on n'avait pas besoin de justifier ce qui se passait après. Vous vous attendiez à un tel succès? Pour vous, moi, je suis très optimiste, donc j'ai toujours pensé... Quand je démarre quelque chose, je pense toujours que ça va avoir du succès. Alors, il y a des idées qui ont plus ou moins abouti que d'autres, mais au départ, j'y crois, quoi. Oui, ce nom Merci, vous dites, c'est pour dire merci. Merci à la vie, merci à tous ces gens qui sont venus dépenser leur argent chez Merci et qui ont contribué à faire que quand malheureusement mon mari est mort, la deuxième année de l'existence de Merci, il a vu le succès. Et moi, j'ai continué encore 3 ans parce qu'on était lancé et que je ne pouvais pas lâcher ça comme ça. J'avais choisi des partenaires extraordinaires, Jean-Luc Colonna d'Istria qui s'occupait de la direction générale, Daniel Rosenstock qui travaillait main dans la main avec lui, et puis moi. On a fait un trio très, très, très créatif, très enthousiaste. Et je ne pouvais pas laisser partir comme ça, laisser tout à volo. Et voilà,
Quand ça a été établi, j'ai dit on va vendre parce que j'ai dit que je donnerais l'argent et il n'y avait pas d'argent à donner au début. Quand vous montez une affaire, il n'y a pas d'argent à donner au départ. Vous cherchez de l'argent pour que ça puisse continuer. Ouais, c'était comment de travailler avec votre mari, vous venez d'en parler, le fonctionnement de votre duo, rêve. c'était la clé de votre succès un peu? Ben oui, parce qu'on avait des domaines vraiment complètement différents. Et chacun avait son final cut dans son domaine. Même si, moi, je m'occupais pas du tout de sa gestion. Mais par exemple, au départ, j'avais pas du tout envie qu'on ouvre d'autres boutiques. Enfin, vous voyez, je veux dire, il y avait une espèce d'équilibre. Ça, c'était son domaine. Il a ouvert des boutiques, il a bien fait, parce que grâce à ça, quand on a vendu, ça avait un prix. Et moi, il me disait bien, tu vois, quand on présentait les collections, bon, là, ça va, les filles, vous avez fait 5 pantalons. C'est l'année du pantalon, etc. Mais au bout du compte, s'il fallait enlever un pantalon, on enlevait un pantalon. Donc, c'était très bien réparti. On s'admirait mutuellement, chacun, pour le domaine qu'on avait en charge. Et ça fonctionnait. Et moi, je trouve inimaginable de vivre avec quelqu'un. Quand on vit sa passion dans son travail, de ne pas partager cette passion, ça me paraît difficile. Donc, vous pouviez pas continuer sans lui? À son décès, vous ne sentiez pas? Mais non, mais c'est un problème qu'on avait monté ensemble et tout, ça n'avait pas de sens. Non, ça n'avait vraiment pas de sens. Puis c'était trop gros financièrement, justement, parce que comme il n'était plus là, moi j'ai toujours signé sans lire ce que je signais. Tout d'un coup, je me suis retrouvée avec des gens qui me présentaient des choses qu'il fallait que je lise. Dieu seul sait si ça m'a... Mais pas ennuyé, mais tombé des mains, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse, le succès m'intéresse. Donc le succès, ça amène l'argent quelquefois. Mais tout ce qui est la gestion, non, c'est pas mon truc. Je suis capable d'être très économe, de comprendre quand il faut serrer les cordons de la bourse, etc. Je suis responsable, mais j'ai jamais travaillé pour... J'ai travaillé pour avoir du succès, parce que le succès, ça dit qu'on vous aime. Voilà. Mais l'argent, j'ai été élevée. D'ailleurs, je suis très handicapée. Très handicapée de l'argent. Vraiment, je suis handicapée. Somme toute, c'est pas, tu vois, c'est bien de vouloir gagner de sa vie. C'est bien. Moi, j'ai de la chance parce que. Mais tout le début de notre histoire a été pas du tout dans l'opulence, du tout. Mais c'était dans la joie parce qu'on était créatifs, parce qu'on faisait ce qu'on avait envie. Ça avait du succès. Voilà, on ne savait pas faire les marges, on savait pas. Mais petit à petit, Bernard s'est intéressé au sujet, et il a pris les choses en main, et ça a bien tourné. Comment vous aviez choisi à l'époque le quartier, le 11e, où il n'y avait rien de branché à ce moment-là? Il l'est devenu un peu grâce à vous, parce qu'il y a de nombreuses boutiques qui ont voulu venir s'installer. Le boulevard Beaumarchais, clairement. On a choisi le 11e parce que ça a commencé à bouger du côté de la rue de Bretagne, tout ça. Et on s'est dit qu'on était à walking distance. On avait trouvé ce lieu qui était vraiment super, qui était bien comme prix, qui était bien comme espace. Et c'était walking distance de l'endroit où ça commençait à bouger. Donc comme on a beaucoup communiqué, là, le travail de Jean-Luc Colonna-Distria a été remarquable parce qu'il nous a fait connaître au Japon, en Angleterre, il a voyagé, on a fait des pop-up à New York. Enfin, vraiment, il était un moteur exceptionnel. Donc réussir, c'est aussi bien savoir s'entourer? Ah ben oui, alors là, c'est la base de la base. La base de la base. Moi, je suis d'une famille de 8 enfants, donc j'ai appris depuis toujours qu'ensemble, on a une force, quoi. Tout seul, ouais. Côté déco, parce que la mode de l'enfant, vous le disiez, comment vous définiriez le style Merci? Le style Merci, c'est ma philosophie c'est que ce soit un couteau de cuisine ou un canapé en cuir à $1 million, c'est que ce soit joli. Même moi, quand j'ouvre mes tiroirs, si j'ai un truc qui n'est pas de la bonne couleur, je le jette. Parce que je trouve que j'ai envie que chaque fois que j'ouvre mon tiroir, ce soit joli, même si c'est des trucs absolument sans aucun prix. Tout. Là, je suis capable de me déplacer ma chaise pour avoir la jolie vue, pour boire mon café le matin. Si j'ai quelque chose qui est au milieu, je pousse ma chaise. Je pense que ça fait vivre, que tout soit joli. C'est pas du tout, ça n'a pas du tout un rapport avec le luxe, ça a un rapport avec la beauté. Et avec le goût, justement, votre sélection, elle est toujours juste. Vous avez un regard précurseur sur les choses. Vous avez pile le ton
du Vous moment. savez, je pense que c'est parce que mon objectif n'est ni de devenir milliardaire, ni de suivre la mode. L'objectif, c'est de bouger, parce que d'être statique, on serait meublé comme à l'époque de mes grands-parents. Non, c'est pas du tout ça. Mais si vous voulez, l'idée de démoder, d'ailleurs, c'est ça. C'est de dire, ce qui se démode, c'est la mode. Le beau, ça ne se démode pas. Ça ne se démode pas, et c'est un peu impertinent. Ce nom, d'ailleurs, il me plaît beaucoup. Et c'est ça, je pense que même quand vous vous habillez, si vous vous habillez avec... moi, je suis pas du tout j'aime pas faire les courses, mais quand je suis capable de m'acheter un manteau qui soit vraiment très beau, je peux pas acheter mais je vais le garder 10 ans, vous voyez. Et avec ce manteau, je serai toujours bien habillée, parce qu'un manteau de créateur dans un beau tissu avec une belle coupe, vous le mettez, vous êtes bien. Vous pouvez être habillé n'importe comment en dessous, une belle paire de chaussures. Je suis très minimaliste dans ma façon de choisir. Et en règle générale, dans la maison, c'est pareil. Je privilégie le vrai, le confort, la qualité, les couleurs, les proportions. Voilà. Des choses qui sont essentielles à mes yeux, et visiblement essentielles aux yeux de beaucoup de gens. Et d'où vous vient ce bon goût ? Est-ce que vous savez, vous l'avez identifié ? Oui, je pense. C'est drôle, parce que j'avais une maman qui était elle aussi d'une famille nombreuse, d'aristocrates qui avait pas plus un sou, etc. Mais elle avait ce côté, voilà. Et une grand-mère qui était avéronnaise, dont les parents étaient bougnats, étaient montés à Paris, comme tous les Aveyronnais, au début après la guerre, et voilà. Et en fait, cette grand-mère, elle était dingue. Elle n'avait qu'un mot à la bouche, c'était chic. Elle était chic. C'est dingue. Et c'était une fille de Bougna, vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans la maison, ça circulait. Ça, d'un côté, maman qui avait ça naturellement, avec une simplicité adorable. Et cette grand-mère qui était toujours à la recherche du plus bel. Elle disait, quand on n'a pas les moyens, on peut pas acheter du médiocre, il faut acheter ce qu'il y a de mieux. Quand on est une grande famille, quand on a 8 enfants, et quand nous, on a passé les vêtements des unes aux autres, mais on était toujours mignonnes, les 6 filles. Donc le bon goût, c'est pas forcément une question de moyens. Ah non. Et quand vous faites les voyages et que vous allez dans des pays comme l'Inde et tout ça, vous vous apercevez malheureusement que c'est la misère qui est jolie. Les gens très riches, ils sont très bling-bling dans ces pays-là, vous voyez ce que je veux dire. Donc la beauté, oui, non, ça n'a pas un rapport avec les moyens. Alors, vous disiez une partie des bénéfices vont à des œuvres caritatives, notamment pour la scolarisation des enfants de Madagascar. Pourquoi ce pays ? Quel est votre attachement à Madagascar ? Donc, quand on a voulu faire merci, dans le but de donner ce qu'on allait éventuellement gagner à une cause, la misère dans le monde, c'est malheureusement un sujet tellement vaste que je me suis concentrée sur ce que je connaissais. Et Madagascar, c'est le pays où on a fait broder, smoker pendant des dizaines d'années pour bon point. Et je me suis dit, puisqu'il y avait quelque chose à donner, autant le rendre à des gens qui nous ont aidés à être ce qu'on est devenu. Et surtout, j'avais pu mesurer l'extrême misère de Madagascar, alors que c'est un pays qui pourrait être riche, mais qui est ruiné par ses élites. Et l'extrême gentillesse et l'extrême pauvreté nous, on travaillait beaucoup avec des femmes. Et donc, voilà, l'idée, c'était on a choisi Madagascar, ça allait de soi. Et puis, on a rencontré une ONG qui s'appelle ABC Domino, qui était aussi à Madagascar, et on s'est associés, et on n'a pas donné de l'argent, on a fait. On est descendu au sud de Madagascar complètement, où il n'y avait rien, où il n'y avait pas de raquettes de la part parce que dès que quelque chose se fait, vous avez tout de suite des gens qui viennent réclamer leur part. Et là, à cet endroit-là, comme il n'y a que du sable et la mer, rien. Rien, ni eau, ni électricité, ni rien. Donc là, on n'a pas du tout été ennuyés, et on a commencé à ouvrir des écoles
qui était construite par ABC Domino complètement. Ils avaient une organisation, c'était un gros promoteur, constructeur, etc. Et ils ont fait ça avec un sérieux, et donc là, maintenant, il y a, je sais pas, de bénévoles, il y a, je sais pas, une quarantaine de bénévoles qui sont des professionnels, etc. Donc l'argent qui est donné est géré par nous. On recrute les professeurs, on a fait construire des logements pour les professeurs, parce que comme c'est au milieu de rien, et c'est vraiment une grande satisfaction. Il y a 3900 enfants qui sont scolarisés aujourd'hui dans un endroit où il n'y avait rien. Parce que vous avez vendu Merci, mais vous avez voulu continuer à présider ce fonds, ou c'est quelque chose de différent? Non, j'ai vendu Merci, donné l'argent au fonds de dotation Merci, qui est géré par mon fils, le deuxième, Julien. Et Julien donc gère tout ce qui se passe à Madagascar avec Yves Cohen, c'est un homonyme avec qui on est associé. Et à part ça, il a lui de son côté induit avec ses frères, avec Benoît et Thomas, d'autres actions qui sont l'accueil des migrants, et avec un projet de faire un lieu, refaire une idée de village avec en prenant des compétences différentes, en les mélangeant avec des compétences autochtones. Et en plus, il a un projet qu'il porte totalement sur l'agro-responsable. Si vous voulez, ça s'appelle... Ferme d'avenir. Ferme d'avenir, merci. Et ces fermes d'avenir, ça le passionne. Il est en train de transformer un terrain d'aviation de plusieurs centaines d'hectares qui a été mis à leur disposition. Et en verger, à une époque, Paris était nourri par sa banlieue, les terres étaient belles, alors que maintenant, les terres sont complètement... il n'y a plus rien, c'est des terres exsangues qui ne donnent quelque chose que quand on les sature d'engrais et de pesticides, et qu'on continue à les rendre encore plus inertes. Donc là, ils sont en train de redonner vie par des méthodes qui viennent de la permaculture, mais qui sont à une plus grande échelle. Et là, ils ont fait des serres, ils ont de la culture extérieure, et ils vont planter 300 fruitiers, des fleurs il y a des abeilles et tout. Enfin, ils essayent de redonner vie. C'est passionnant. Et là, pour l'instant, ils ont pu le faire parce que ce qu'ils produisent aujourd'hui parce que Julia, il est à la tête de restaurants, et il a beaucoup d'amis qui sont des grands chefs, qui prennent ces légumes. Les légumes dont ils ont besoin, on fait les légumes dont ils ont besoin. Et puis après, il y a des gens qui sont des AMAP qui prennent aussi des légumes pour Et c'est un projet magnifique. Magnifique. Donc vous avez un engagement sociétal qui est assez fort et qui se transmet aussi en famille. Voilà, complètement en famille. Et les trois sont investis, même Benoît qui est aux États-Unis, qui est réalisateur et qui écrit maintenant. Il fait partie du groupe, ils sont sans arrêt en discussion. Benoît, il a écrit un livre parce que moi j'ai accueilli un Afghan qui s'appelle Mohamed. Chez vous? Oui, qui habite là. Et un jour, j'ai entendu à la radio, j'écoute beaucoup la radio, surtout depuis que mon mari n'est plus là. Et j'ai entendu des jeunes qui ont fait un groupe qui s'appelle Singa. Je trouvais ça remarquable. Ils mettaient en rapport des gens qui pouvaient accueillir avec des gens qui désiraient être accueillis, qui avaient nulle part où habiter. Donc je me suis inscrite, toujours très enthousiaste. Et tout. Après, je me suis dit... Et puis un jour, on m'a téléphoné, on m'a dit on va vous présenter Mohamed, et voilà. Et donc Mohamed est venu habiter à la maison. Et là, j'ai mesuré ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il ne suffit pas d'être arrivé au bout de son voyage, mais il faut arriver à rester debout. C'est que quand vous avez vécu des trucs horribles pendant 3 ans d'errance, etc., vous êtes en vrac complètement. Mais Mohamed, il est très intelligent, et surtout, il était complètement utopique et complètement fou. Et après avoir essayé de le dissuader, j'ai marché dans son... Il voulait faire Sciences Po, alors qu'il n'a pas été à l'école, pratiquement. Il sortait de l'école à 8 ans, après avoir appris des sourates et tout ça. Donc, c'est rien. Et donc, voilà. Donc, son parcours est incroyable. Donc, Benoît a écrit un livre qui s'appelle « Mohamed, ma mère et moi ». Au départ, je n'étais pas très contente.
Je lui ai dit, écoute, tu me laisses en dehors de tes histoires, tes sujets de livres. Puis il m'a fait lire et c'était tellement adorable, c'était un hommage, donc voilà. Il y a peu de monde qui ose s'engager quand même comme ça. Bah oui, c'était un peu... Sur le moment, je me suis dit, bon, alors, moi, je laisse tout ouvert. J'ai pas de clé chez moi, je ne devrais pas le dire. Et je me suis dit, mais moi, je vais pas me mettre à fermer mes placards et tout. Je l'ai jamais fait. Je veux dire, moi, je trouve que la confiance, c'est un luxe au-delà. Donc, j'ai dit, voilà, Mohamed, je regarde, tu vois, tout est là, tout est ouvert. Je te fais confiance. Je pense bien que tu n'arrives pas d'où tu arrives, tout pour venir me voler mes petites cuillères, ou tu vois. Donc, il n'y a jamais eu de problème. Avec Merci aussi, vous avez voulu donner un sens à la consommation. Aujourd'hui, on parle beaucoup on commence à entendre parler beaucoup d'éco-design. Bon, c'est vraiment le début. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du monde de la déco aujourd'hui ? Je voudrais pas être négative parce que c'est pas ma tournure, mais si vous voulez, je pense qu'il y a trop d'intérêts qui se cachent derrière ces histoires d'éco, ceci, greenwashing. Il y a vraiment quelque chose qui a été attrapé par les gens par intérêt, parce que comme les jeunes sont très enthousiastes autour de tout ça, il y a vraiment la seule façon d'être vraiment éco-responsable, c'est de consommer moins, de consommer bien. Vous voyez, je veux dire, il y a beaucoup de bullshitage autour de ça. Néanmoins, je trouve ça fantastique que ça bouge, qu'on finisse enfin à comprendre qu'on est en train de disparaître si on bouge pas. Je suis à la fois inquiète parce que je vois que les jeunes, qui en particulier, sont très enthousiastes, etc., ils sont beaucoup dans la parole. Et s'ils m'écoutent aujourd'hui, si tout le monde a des bonnes intentions, il faut faire comme ci, faire comme ça, voilà. Et puis en fait, dans les réalités, tout le monde voyage, tout le monde est sur son ordinateur, tout le monde est commande sur Internet, sur Amazon. On se dit, on va pas commander les livres. Et puis après, c'est tellement simple, et ça, Amazon et tous les autres vous apportent tellement, flattent votre paresse, c'est tellement facile qu'il y a une de grandes contradictions entre les mots et les actes. Parce qu'on ne peut pas dire je ne veux pas que les enfants travaillent à 8 ans en Inde et acheter un t-shirt à 5 euros, voilà, où le bénéfice est fait par la marque qui le vend, et qu'on ne peut pas imaginer combien ont été payés les gens qui ont fabriqué ce t-shirt. Ça ne va pas. Donc il y a en ce moment quelque chose qui est très grave, qui est se donner bonne conscience en parlant. Mais la réalité, c'est faire, quoi. Il faut faire. Et quand on fait, on s'aperçoit que on peut pas du jour au lendemain. Là, maintenant, on fait des lois. Il va falloir que les maisons n'aient pas de perdition de chaleur, etc. OK pour celles qui vont être construites. Mais bon, moi, j'ai une cheminée. Si je fais à la campagne, si je fais 10 feux de cheminée dans l'année, etc., on ne va pas m'interdire. C'est pas ça qui va polluer. Les grandes sources de problèmes, elles sont malheureusement pas tant au niveau des... Le grand pouvoir notre grand pouvoir, c'est de ne pas consommer. Si on ne consomme pas, les forces d'argent elles sont en échec. Mais on consomme comme des malades tout ce qu'on nous demande de consommer. On a le cerveau capté par... Vous avez vu derrière vos écrans de fumée, on a le cerveau capté par tout ce qu'on nous propose. Donc elle est là, la grande révolution. Elle n'est pas dans le fait de faire du feu de cheminée ou pas du feu de cheminée, et même que les maisons soient... C'est les grandes internationales de l'argent, etc., qui Et vous-même, vous continuez à consommer beaucoup ? Moi, j'ai jamais beaucoup consommé. Mon père disait, je suis le seul écolo de trucs, alors qu'il n'était pas du... Mais parce qu'il consommait rien, il recyclait, il réparait. Moi, je suis comme ça. Je suis capable de replier un Kleenex en 4 s'il est peu encore propre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne suis pas une consommatrice, non. Je me conduis pas que bien avec les livres, parce que je dois one click sur Amazon. J'ai beau me dire c'est tentant. Oui, c'est tentant. Oui. Donc je suis pas du tout une sainte du tout, mais je sais que je ne consomme pas beaucoup et je consomme bien. En général, j'achète des choses bien et je les garde. Et bien dans cette optique-là, on va parler de démodé, vous en parliez tout à l'heure. Comment est né ce projet ?
Après avoir fait Merci avec Jean-Luc Colonna-Distria et Daniel, qui sont deux personnes magnifiques et j'ai adoré travailler avec eux, mais c'est quand même des garçons. Et ils voulaient pas du tout le côté décoré, ils étaient toujours dans une recherche de modernité et tout que j'ai adoré. C'est pour ça que j'ai fait ça avec eux. Mais là, j'étais un peu en manque de féminité, de romantisme, de choses plus douces, moins conceptuelles. Enfin voilà. Et donc on s'est dit, on va faire un concept entre filles, beaucoup plus petit. Donc ça s'est terminé microscopique parce qu'on a pris une toute petite boutique pour faire en se disant que ça allait être une vitrine pour un site internet que j'ai voulu très très beau. Et en fait, je ne suis pas du tout une personne du digital parce que je me suis occupée de la petite boutique et à la faire changer tout le temps et à l'animer, etc. Et le site internet, il était très beau et rien ne s'y passait. Donc si vous voulez... Donc là, maintenant, je pense qu'on va fermer la boutique. Parce que quand même, ça veut dire beaucoup de frais, une boutique. Et qu'on va s'occuper d'Internet mieux et de faire bouger et de jouer le jeu d'Internet. C'est-à-dire de faire des photos qui seront postées, de parler aux gens. Moi, je suis un peu pudique, donc voilà. Vous voyez, j'accepte votre interview. Oui, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Vous travaillez avec votre belle-fille, justement, pour démoder. Oui. Quel est votre rôle à vous ? C'est un rôle, c'est la complémentarité. On a une entente esthétique qui est vraiment géniale parce que vraiment, il n'y a pas plus difficile. C'est pas du tout une question d'âge, là. Si vous aimez le rouge et que moi, j'aime pas le rouge, je veux dire, quel que soit notre âge, on va avoir du mal à discuter. Donc, il y a des choses dont on peut discuter très bien, mais il y a des goûts. Donc, trouver quelqu'un qui va dans le même sens, qui a un goût et avec qui vous avez du plaisir à partager tout ce qui est de l'ordre de la recherche esthétique, de la recherche créative et tout ça. C'est ce qui s'est passé avec Stéphanie, qui est vraiment... Et en plus, quelqu'un qui a l'âge d'être votre fille, et maintenant avec Raphaël, quelqu'un qui a l'âge d'être ma petite fille, c'est que ce goût, si vous voulez... À 76 ans, vous ne pouvez pas faire de la mode. Vous pouvez avoir une opinion, avoir un œil, mais vous ne pouvez pas être décisionnaire. Vous êtes décisionnaire quand vous avez entre 20 et 50 ans. Après, il y a un moment, il faut savoir prendre sa place. Et elle travaillait avec sa belle-mère. Il n'y a pas beaucoup de belles-filles qui s'associeraient avec leur belle-mère. Mais il n'y a pas beaucoup de belles-mères qui accepteraient de travailler avec leur belle-fille. Et c'est des concessions encore plus du parti de la plus âgée, parce que le monde est fait par, comme je vous le disais, le monde vous appartient tant que vous êtes jeunes parents, vous faites le monde. Quand vous devenez, vous passez, que c'est vos enfants qui deviennent les parents, etc., vous passez dans un autre rôle. Il faut savoir rester à sa place. Et il faut savoir avaler des couleuvres, il faut savoir ce qu'on veut. Et en fait, les choses se font si on ne pense pas qu'on a toujours raison et qu'on a de la tolérance. Donc, mélanger les talents, les générations, c'est ça aussi une clé de succès. Une clé de ce qui fait mon succès, je pense que j'adore le talent des autres. Je veux dire, j'ai travaillé dernièrement avec quelqu'un qui était très talentueux et qui avait très peur du talent des autres. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que c'est un manque de confiance. Quand on a peur du talent des autres, c'est qu'on ne se fait pas confiance. Alors que moi, je me dis, quand je vois du talent, je me dis, mais je veux travailler avec cette personne, quoi. Et je finis toujours par travailler avec les personnes, parce que le talent, c'est quand même pas la chose la plus répandue. Et je parle sur le plan artistique. Et c'est extraordinaire quand vous rencontrez quelqu'un qui a du talent. C'est un privilège extraordinaire. Que ce soit des artistes, que ce soit des... Enfin, moi, ça me fascine. Le talent des autres me fascine. Vous n'aimez pas ce qui est à la mode, mais pourtant, vous, vos projets l'ont toujours été. J'aime la modernité. J'aime énormément la modernité. La mode, elle passe. La modernité, c'est être ouverte au monde du jour, à la jeunesse qui grandit, au changement, et y participer. Mais c'est pas la mode. La mode, c'est avoir les mêmes idées que tout le monde en même temps. Il y a très peu de créateurs. Je n'aime pas la mode, parce que la mode, c'est des modes. D'ailleurs, je vois quand vous avez mon âge et que vous voyez vos projets, vous voyez comme tout ce qui était dans trop à la mode, c'est bon à acheter, alors que ce qui était vraiment beau, ça n'a pas une ride. Alors, sur quoi on doit miser en déco ? Quels sont les indémodables ? Un intérieur, si vous voulez, ça doit
vous protéger et accueillir les autres. Donc déjà, vous protéger, ça veut dire que vous y soyez bien. Donc là, on ne parle plus de mode. Si vous aimez les sièges profonds, c'est ce qui est mon cas, pour vous mettre, vous recroqueviller pour lire un livre. Moi, j'aime les coussins en plumes, j'aime les bon. Donc, c'est pas très à la mode en ce moment, c'est très raide, très droit, etc. Bon, tant pis, moi, j'aime les coussins en plumes. J'aime le confort, ce confort et tout. Donc, il faut toujours qu'il y ait des sièges profonds, il faut des sièges... Il faut que tout ça soit joli en couleur, soit joli en qualité. Parce que quand vous asseyez dans un siège qui est mal, qui a une mauvaise ergonomie, vous n'êtes pas bien. Donc, ça demande d'avoir une exigence, plutôt acheter un petit siège tout bête. Tant que vous n'avez pas les moyens, vous achetez un beau siège, voilà. Vous devez avoir une table à la bonne hauteur, un plan de travail à la bonne hauteur, sinon c'est un calvaire. Il faut que votre évier, pour moi, il n'est pas question, si vous avez la chance d'avoir une fenêtre dans votre cuisine, il faut mettre votre évier devant la fenêtre, si vous le pouvez. Il faut que les Chinois appellent ça le feng shui, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que votre bureau il soit bien placé, que vous n'ayez pas dans le courant d'air. Puis moi, j'accroche au mur tout ce que j'aime. Ça peut être quelque chose, j'en ai pas tellement, mais des choses qui aient un peu de valeur et d'autres choses qui n'en ont aucune, mais qui me font penser à mes enfants, à des gens, voilà. Je pense que si vous voulez, c'est ça, c'est pas de faire un décor impersonnel qui est comme ce que vous voyez dans les journaux. Et justement, c'est ça, quand vous regardez certains journaux, où tout est pas trop mal, d'ailleurs, il y a certains, je pense à un journal en particulier, mais au bout d'un moment, tout le monde est pareil, c'est les mêmes couples, avec les mêmes enfants, avec les mêmes couleurs, avec les mêmes meubles, avec les mêmes poteries, les mêmes tableaux au mur et tout. Bon, c'est joli. Mais bon, moi, après, tout d'un coup, vous avez envie d'avoir tout d'un coup une faute de goût, un truc un peu dingue, un peu échevelé, vous voyez, qui vous amuse, quoi. C'est ça. Donc, dans la maison, je dis ça, le confort, les couleurs, les proportions. Quand on était jeune, avec Bernard, on a fait une maison, on s'est dit, bon, là, on va faire une maison moderne. Parce que là, moi, j'avais envie d'avoir quelque chose de très contemporain, etc. Et en fait, c'était dans un endroit où on n'avait pas d'argent. Et je me suis aperçue qu'on ne pouvait pas du tout faire moderne. Parce que qui dit moderne dit proportion, belle matière, des fenêtres, il aurait fallu qu'elles soient... On pouvait acheter que des fenêtres la paire, des trucs comme ça. Ben, on a choisi de décorer. Et on a rendu cette maison très jolie en mettant des draps sur des mauvais... On peut faire joli sans argent. Voilà, c'est ça le truc. Et vraiment, mais toujours avec cette idée que quand les gens viennent chez vous, ils soient confortables. Pensez là où tu vas mettre le verre quand tu sers un apéritif. Manger dans la cuisine, si vous êtes mieux dans la cuisine que dans un endroit où il y a une table et que c'est pas convivial. Moi, j'ai toujours mangé à la cuisine. Je trouve ça trop... Alors, j'ai fait des jolies cuisines quand j'ai eu les moyens. Comment vous définiriez votre style déco ? C'est un mélange. En fait, c'est la maison d'une personne de 76 ans qui a gardé ce qui était joli. J'ai viré ce qui était des idées déco du moment, parce que celles-là, elles tiennent pas le choc. Et petit à petit, j'ai au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, fait une maison qui intègre des choses dont j'ai envie aujourd'hui, mais aussi des choses qui sont des choses que j'ai aimées et qui restent bien. Voilà. Et c'est un mélange, sans règles. Votre palette de couleurs, par exemple, quelle couleur vous aimez bien ? Je suis vraiment vert, moi. Hein. J'ai découvert ça. J'aime le vert, sous toutes ses formes. Du vert noir jusqu'au vert pâle, en passant par les verts jaunes, les verts bleus. J'adore le vert. Il y a beaucoup de vert chez moi. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, après, les murs blancs, parce que je pense que j'aime la couleur, mais en touche. Donc, les murs blancs ne me lassent pas. Et je trouve que ça met de la lumière. Je trouve que la lumière, c'est tellement important. Et chaque fois, j'ai des envies de mettre des couleurs sur les murs et chaque fois, je me dis non, j'aime trop le blanc sur les murs. Et puis parce que aussi, j'ai envie d'accrocher des tableaux, j'ai envie d'accrocher des dessins, j'ai envie d'accrocher des choses. Donc, faut pas en faire trop, quoi. Faut rester quand même, voilà. Et je crois que j'ai répondu à votre question. Ouais. Qu'est-ce qui vous inspire ? Vous dites pas forcément les magazines. Qu'est-ce qui vous nourrit ? La beauté en général. Hein. Et puis quand je vois, j'ai dans mon salon... de colonnes somptueuses qui sont du 15e siècle. Elles sont Renaissance, elles sont dingues. 1500, non, c'est 16e. Elles sont incroyables. C'est des colonnes qui étaient sur un bateau qui a pris feu, qui a sombré dans le port de Bordeaux, que j'ai découvert au fond d'une petite boutique de colifichets, en allant à une des boutiques Bonpoint.
Et je rentrais, j'ai vu ces merveilles. Il y avait une vieille dame qui était là, charmante. J'ai dit, mais vous les vendez, vos colonnes? Non, non, pas du tout. Alors, elle m'a raconté l'histoire des colonnes, elle les vendait. Et après, pendant, je sais pas, au moins 6 ans ou 7 ans, chaque fois que je passais, je m'arrêtais. D'abord, la vieille dame, elle était charmante. Et puis, je regardais ces colonnes. Je me disais, mais quelle beauté. Je dis, si jamais un jour vous les vendez, etc. Et au bout de 7 ans, un jour, quand je suis rentrée la voir, lui dire bonjour, elle m'a dit, voilà, je les vends, mes colonnes. J'ai dit, voilà, incroyable, mais alors, vous pouvez me dire le prix et tout? Là, le prix, c'était pas du tout dans mes moyens. Donc, j'ai dit, tant pis, j'ai pas du tout les moyens d'acheter ces colonnes, etc. Et ces colonnes, j'en avais parlé à mon mari plein de fois, et je lui avais pris la tête avec mes colonnes. Et sans me le dire, pour nos 50 ans de mariage, il a été voir cette vieille dame qui avait été en train de vendre ses colonnes au musée du Louvre, pour dire que c'est des beautés. Et elle les a vendues à Bernard, il les a achetées. Et j'ai retrouvé mes colonnes chez moi. Installées. Voilà, oui. Il ne faisait pas du tout de cadeau, mais là, c'était vraiment le bon cadeau. Depuis tout à l'heure, on parle de bon goût. Est-ce que pour vous, il y a un mauvais goût, quelque chose que vous n'aimez pas du tout? Non, moi je n'aime pas ce qui est show-off. J'aime pas ce qui est là pour montrer, pour dire voilà, regardez comme je suis riche, comme j'ai du succès. Et c'est ça ce qui me fait tellement souffrir sur Instagram, etc. C'est cette façon de se sublimer, de sublimer tout. Non. D'abord, moi j'aime bien qu'il y ait de la vie. Hein. Et la vie, quand vous avez des enfants, c'est un peu de fouillis, c'est une marque de stabilo sur le mur parce qu'il y a une catastrophe. Voilà, c'est la vie. Et ces maisons impeccables, ça c'est vraiment... non, ça c'est... C'est vrai qu'il y a des gens dont j'aime mieux le goût que d'autres. Mais ce qui est vraiment dérangeant, c'est ça, c'est cette espèce de recherche de bling-bling, quoi, de trucs pour paraître, pour... Il y a des personnalités, des courants que vous aimez particulièrement? Ben oui, mais très différents. Par exemple, si on prend par exemple Virginia Woolf et comment ça s'appelle ce courant de décoration, je connais que. Ils ont peint tous les murs, les meubles. C'était sublime, c'était magnifique, mais c'était des artistes, donc c'est tellement beau. Mais c'est hyper. Et là, maintenant, il y a un artiste anglais que je suis désolée. Je suis contente pour lui, mais je suis désolée parce que tout le monde le connaît maintenant. Il s'est mis à travailler en France. Il a été découvert il y a 2 ans, à peu près, par les gens qui font la décoration et tout ça en ce moment, qui s'appelle Luc Eduardo. Lui, je l'ai découvert, il était un jeune homme dans son petit bureau et tout, et ce qu'il avait accroché derrière son bureau, il y avait un fouillis, mais tellement joli, tellement artistique, avec des couleurs tellement vives, tellement pas mode, pas truc. Alors, évidemment, maintenant, il est dans un système et tout, mais là, j'ai acheté son livre et je l'adore parce qu'il a une maison dans cette sublime partie de l'Angleterre où tout est ravissant dans les Cotswolds. Et il adore sa maison, il a fait un jardin. Alors, il fait pousser que des fleurs qu'a priori, mais c'est trop beau, des roses shocking, des oranges, il y a pas que son goût. Moi, je ferais peut-être pas ce qu'il fait, mais j'adore parce que c'est complètement talentueux, complètement libre, complètement généreux. Gourmand, il adore son copain, il le dessine sous toutes les coutures, il est amoureux, il adore la cuisine. Bon, moi, ça fait du bien, des gens comme ça. Il est passionné. Oui, ça n'est pas comme les gens un peu constipés, comme ça, tout non, blanc, gris, bleu. Oui, c'est un truc, moi, j'aime bien la passion. Et dans les styles, il y a quand même des sublimités. J'adore. Il aurait fallu que je révise pour vous donner mes noms. Cet artiste qui vivait dans le Nouveau-Mexique, qui peignait des fleurs et tout, qui s'est fait une maison tellement belle, toute construite en ciment teinté rouge et tout. Georgia O'Keeffe. Ouais. C'est tellement beau. Après, je vais vous parler de l'italien j'aime des choses complètement différentes. Vous voyez. Et aujourd'hui, moi, je rêve d'une cabane.
Je voudrais avoir une cabane et mon luxe ultime serait que je sois au bord de l'eau, mais que j'ai un premier plan avec de l'ombre d'un arbre, que j'ai une petite barrière au fond et que je puisse me mettre un canapé, je pense, à l'extérieur, parce que je pense que le hamac serait pas assez confortable, et pouvoir mettre une table et avoir des amis à déjeuner là. Mais le bonheur ne peut être que partagé. Le bonheur tout seul, oui. Si, il y a des bonheurs tout seul, justement, de créer, C'est pour ça que c'est tellement un privilège d'être créatif, c'est que quand vous créez, vous n'êtes pas seul, quoi. Et vous êtes toujours, vous, très entouré. Moi, je suis entourée, mais je suis quand même seule. Le soir, je suis seule, etc. Mais bon, moi, je suis jamais seule parce que je passe mon temps à faire des dîners, des déjeuners. J'attends pas qu'on m'invite parce que je sais très bien qu'il faut se bouger pour être bien entourée. Est-ce que vous avez encore des projets professionnels en tête? Oui. J'ai un gros projet là, oui. On n'en saura pas plus. Non. Vous avez parfois raconté votre histoire personnelle. Votre mère et vos 5 sœurs ont développé la même maladie, dont elles sont toutes décédées assez jeunes. Est-ce que vous croyez que ce destin a joué sur la femme que vous êtes aujourd'hui, notamment votre optimisme? Non, mon optimisme, je suis née avec, et aussi j'ai toujours entendu regardez comme c'est beau. Nous, la seule chose, on voyageait 3 fois ou 4 fois par an pour aller à la maison des grandes vacances ou à la maison à Pâques, etc. Et ce qu'on a toujours entendu tout le long de notre vie, c'était regardez comme c'est beau. Regardez. On a fini par regarder, hein. Donc c'est ça. Et aussi l'idée qu'on allait rencontrer le prince charmant, que la vie, quand on voulait, on pouvait, et que tout était possible, et qu'il fallait être libre, et que si on créait notre truc, ça marcherait, etc. Ça donne des ailes, hein. Bah oui. Et on était 6 sœurs différentes, mais on était toutes très joyeuses, très, très joyeuses. On a été bien aimées, on a eu les bonnes clés, on a eu beaucoup de chance. C'est pour ça qu'après, je dis merci, quoi. Je veux dire, c'est beaucoup, beaucoup de chance. Quand je vois mes amis autour de moi, quand on n'a pas été aimé comme il faut, c'est pas simple, le parcours de la vie. Vous avez été entrepreneur toute votre vie, et il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui le sont. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ou que vous aimeriez donner, justement ? Le conseil, c'est de rien entreprendre sans passion. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pourrez pas... Quand on est passionné par son idée, passionné en se disant « je vais y arriver », etc., ça vous donne la force de sauter les obstacles, ça vous donne la force de supporter, de pas avoir d'art, de pas se rémunérer, ça vous donne la force de rendre possible l'impossible, c'est-à-dire parce que quand vous démarrez petit, tout est compliqué, tout est facile aux grosses entreprises et tout est tellement compliqué quand on démarre petit, surtout moi en faisant de l'enfant. Je veux dire, pour avoir des jeans, créer ses propres jeans, il faut faire des quantités, des t-shirts, les chaussettes, si vous voulez tout. Mais tout devient possible quand vous vous dites, je vais y arriver. Et si vous êtes quelqu'un qui vous conduisez bien, les gens, vous trouvez toujours des interlocuteurs, des gens qui comprennent que vous êtes bien et avec qui vous allez pouvoir faire un morceau de chemin et tout. La passion en premier. Il faut se dire qu'on vit, quand notre travail, ça occupe les 3/4 de notre temps, ou je sais pas combien par rapport à la vie. Mais si on s'ennuie au travail, je veux dire, c'est horrible. Mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Je veux dire, tout le monde n'est pas créatif. Moi, je dis qu'il faut tout pour faire un monde. Je veux dire, un chef d'entreprise, s'il n'a pas un bon numéro 2, un bon numéro 3, le numéro 3, un bon numéro 4, il ne peut rien faire. Tout le monde n'a pas... Il y a des gens qui n'aiment pas les responsabilités. Il y a des gens... Il faut savoir, il faut se connaître et se faire un projet dans lequel on est bien. Il ne faut pas se dire, je vais créer une entreprise avec je ne sais pas combien de personnes si on n'aime pas les responsabilités, si on a envie d'aller écouter sa musique, si on a envie de passer ses week-ends tranquilles et tout. Moi, mon mari ne dormait pas avec les soucis d'argent, les trucs et tout. Voilà. Moi, quand j'avais des collections et tout, j'allais travailler le week-end aussi, mais en même temps, c'était pas une corvée quand c'est ce que vous devez faire. Mon conseil, c'est sachez ce qui vous rend heureux, sachez de quoi vous êtes capable et sachez vous entourer.
si vous ne vous destinez pas à être leader, rentrez dans une équipe où ne jamais vous laisser humilier. Ne jamais, si on n'est pas content, on s'en va. Parce que là, ce qui se passe maintenant, c'est invraisemblable avec les gens qui sont les syndicats, les trucs. C'est terrible. Si personne ne veut chasser quelqu'un qui est bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je parle pas dans les très grosses boîtes où il y a des plus grosses injustices, mais moi, je pense qu'il faut savoir qui on est, savoir réfléchir à ce qu'on veut faire, dans quelle catégorie on veut se situer. Et après, il faut y aller. Il faut être généreux. Il faut pas cacher sa copie. Il faut pas avoir peur des autres. Il faut faire confiance. Si vous faites pas confiance, vous pouvez jamais vous lancer. Il faut faire confiance. Comment voulez-vous ne pas faire confiance ? Mais il faut savoir choisir à qui vous faites confiance. Question d'actualité, là, notamment avec le confinement et le couvre-feu. Où est-ce que vous avez mis en place quelque chose de particulier dans votre maison, dans votre déco, pour vous sentir bien ? Non, moi, je ne suis pas à prendre comme exemple, parce que d'abord, j'ai la chance d'avoir une très jolie maison, mon petit jardin, etc., et d'être bien partout chez moi. Je suis trop bien. Mais en dehors de ça, j'ai pas peur. J'ai l'impression que j'attraperai rien du tout, etc. Depuis le départ, je suis obligée, je rebrousse chemin tous les jours parce que j'ai oublié de mettre mon masque dans la rue. Tous les gens qui viennent me voir ne mettent pas de masque, etc. Donc j'ai de la chance. Je suis pas angoissée. Si je l'attrape, tu vois. Et si je dois mourir, je meurs. Je veux dire, ça m'angoisse pas de mourir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 ? Pour 2021, que mon prochain projet aboutisse. Ah oui, on en reparlera. Merci beaucoup, Marie-France. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.